pour ce qui est de l'Irak en tant que tel, je peux peut-être décrire très brièvement l'effet que ça, de la COVID sur l'Irak en général. En fait, le plus gros impact présentement, c'est au niveau économique, où le prix du pétrole est maintenant tellement bas que le gouvernement est en déficit, c'est ce qui va créer et qui crée beaucoup de manifestations et d'instabilité sociale. C'est très difficile au niveau sécuritaire présentement, c'est très instable dans ce sens-là. Alors, c'est l'impact de la COVID en général sur l'Irak, ce qui fait que les forces de sécurité sont tiraillées dans plusieurs directions. Et quand on est dans leur bureau pour implanter des réformes, pour faire avancer cet agenda-là, c'est sûr qu'on travaille à travers beaucoup de frictions et beaucoup de frictions physiques aussi, parce que nous, on doit adopter une posture qui tient compte de cette menace et on doit s'assurer que d'un point de vue irakien, on ne se transmet pas le virus aussi. Donc, je dois dire qu'au niveau irakien, les forces de sécurité irakiennes sont très bien leur comportement est extrêmement posé et adapté au COVID. Donc, le port du masque, eux ont commencé à le porter avant nous, en fait. Et leur posture est très bien dans ce sens-là. Donc, ça nous permet de travailler avec le COVID et au fil du temps, on s'est beaucoup amélioré, on a beaucoup appris sur les bonnes façons de faire, ce qui fait que maintenant, on est très, très actif et dynamique à travers cette période de COVID-là. Mais comme je l'ai mentionné plus tôt, on travaille à travers beaucoup de frictions parce que les forces irakiennes sont tiraillées dans plusieurs directions. When thinking about security assistance in counterinsurgency settings, just to take a step back, I think it's important to note that there are many different effects or different purposes of security assistance in these contexts, right? We tend to think of security assistance in terms of either conducting or supporting kinetic operations against insurgents, right? Either kind of direct operational support or supporting logistics. But of course, security assistance does a lot of other things. There's a lot of other purposes, right? It's not just about conducting operations. It's also about influencing planning, management, logistics around the operations, influencing kind of the broader policies, right? It's also about much longer term efforts, like strengthening capabilities of security forces, not only in the field operationally, but also to do their own planning and management and logistics. And there are even broader issues, right? Like supporting the legitimacy of the government generally, and embedded in broader kind of strategic relationships between, in this case, say the U.S. or Canada and the Iraqi government. So there's a lot of different kind of purposes, and I think when we talk about the impact of COVID, the effects I think vary across these different kinds of purposes. It's also important to note that there's some very real trade-offs between these different purposes, right? There's actually, we tend to sort of focus more and emphasize the kind of kinetic or the operational aspects of security assistance and involvement in COIN. But there's actually quite a lot of evidence, including some of my own research, that shows that these other elements, right, the capacity building, the legitimacy, the effects on civil-military relations in recipient countries really have a much, if not equal, at least important effect, especially longer term, on the success of counterinsurgency. And there's some very real trade-offs, right? So, there's always a focus on immediate threats, so you want to kind of focus on your kinetic operations. But in some cases, and again, there's kind of a sort of growing research program on this, that focus on immediate operations can actually undermine longer term outcomes, right? So governments rely on external partners so they don't kind of make the kind of reforms, invest in the capacity that they need to deal with this long term. And there's lots of examples that we can point to, right? So in the case of Iraq, sort of taking a step back, longer term, right? And there was a sort of early on from, after 2003, there was a heavy focus on, getting the Iraqi security forces standing up and running,
But we know that what really kind of contributed to the insurgency kind of early on, and then the rise of the Islamic State, was the politicization of the security forces, right? And the government's exclusion of certain groups along sectarian lines, human rights abuse by certain forces, and this kind of contributed to the insurgency going on, right? So these kind of political dimensions and the governance and oversight of the forces being important. So how is COVID kind of affecting this? So the evidence that I'm seeing is that COVID actually, if anything, right, is making this trade-off more acute and is affecting these longer-term effects, and in three different ways. So when I've spoken to people, they say, yeah, training activities are on hold, right? So as the general mentioned, right, there's the international presence is down. There are travel restrictions. People are not sending their trainers. So a lot of the training activities by the US, and I've heard that similar things with EU colleagues, are not happening. But when you probe further, in fact, there are operations, right? Kinetic operations, operations in the field are happening, with or without support. And often, at least in the US case, US troops are still engaged and deployed in these operations. What's not happening is the kind of longer term training and advising activities. And especially the kind of capacity building, governance, logistics, management, those kinds of things. And this is potentially a major problem in terms of disrupting the kinds of longer term activities that have been going on for a long time. So I spoke, for example, to a colleague at DoD who's the US Defense Department who works on Somalia, who's saying, yeah, kinetic operations are happening, but really all the work that we've been doing on longer term capacity building is on hold, and that's potentially problematic. The other issue is the effect on the partner government, right, on the host government, right? So if a government is already facing capacity constraints, as in the case of Somalia, in the case of Iraq, right, they have to shift their resources, and kinetic operations always take priority. There's some evidence, right, in Iraq because of COVID outbreak in detention facilities, right? There are reports that they were having to shift troops to the detention facilities, and so they're less able to do operation, to focus on operations, right? The protests the general mentioned are a strain. And so what's likely to lose is these kind of longer term training activities. And so again, the longer term focus is going to sacrifice. But the broader evidence, I just want to make, I'll end on this one, there's also a broader issue, which is in terms of the legitimacy of the government, right? So, we've seen around the world how the pandemic has put into question or called into question the legitimacy of governments, right, and their ability to respond to the pandemic effectively. And there is some evidence that insurgent groups, that non-state actors, in some cases criminal groups, are taking advantage of this to say, look, we're going to provide services better than the government, in kind of gaining support for insurgency and calling into question the legitimacy of the government. And so again, the extent to which the capacity and the capability of governments to do not only military operations, but everything else that they have to do in terms of COIN, in terms of government services, is being challenged. And I think that's sort of the longer term effect. So, the evidence, of how this is pretty anecdotal at this point. I think there's a lot of research out there on the ground that's trying to look at this more closely. But the emphasis on these kinds of longer term elements of building capacity of civil military relations, I think that's where the stronger effects are going to be long term. Merci beaucoup pour cette invitation. Juste en guise peut-être d'introduction, moi je travaille vraiment sur les forces armées, je suis un sociologue militaire, donc souvent je travaille sur les questions de cohésion de discipline, je travaille comment les armées fonctionnent à l'intérieur, fait que souvent mon point de vue, ayant ce focus-là, mon point de vue, ma façon d'analyser les choses dépend de cet angle intérieur-là. Donc je travaille surtout sur les forces armées maliennes, mais ces dernières semaines je travaille un peu sur Burkina Faso et Niger, ce qui est même une bonne base de comparaison. Je pense que Bruno t'a vraiment mis en exergue le problème principal face à COVID-19 en Afrique de l'Ouest, c'est qu'on a, depuis le début de la crise, on n'a pas arrêté de dire que ça va être une catastrophe pour l'Afrique, que ça va être excessif, qu'il va y avoir beaucoup. Et pour le moment, excepté au Burkina Faso, qui est dans le Sahel, le pays qui a été le plus affecté, les chiffres restent bas.
Et plus, bon, je ne suis pas un spécialiste de santé publique et l'idée n'est pas là aujourd'hui de voir pourquoi ça reste bas, mais où il faut en venir rapidement, c'est de voir sur le terrain, en termes de la vie des gens, mais surtout des opérations, ça a eu très peu d'impact. Et comme Louis-Alexandre le présentait, je pense qu'on a un peu la même situation au Sahel où c'est plus la stratégie qui est affectée, c'est plus le haut commandement qui est affecté que les opérations kinétiques sur le terrain, les opérations tactiques qui continuent. Je posais justement la question à un officier sur le terrain, quel est l'impact de COVID-19 sur le terrain? Il me dit, tu es le 10e qui me pose cette question-là cette semaine. Il y a très peu d'effets sur le terrain. Et l'idée derrière ça, c'est qu'on va juste regarder comment les cycles fonctionnent. Déjà, au Sahel, les opérations sont très loin des centres, ce qui fait en sorte que les soldats qui partent en mission pour 6 à 9 mois, souvent plus sans revenir à la maison, avant que la zone des opérations ait son premier cas de COVID-19, ça va être difficile. Mais déjà, les équipements de protection sont arrivés avant même que les premiers cas soient détectés, alors qu'on a commencé à faire des tests de détection sur le terrain et qu'il n'y a eu aucun cas pour le moment. Donc, pour ceci, en termes d'opération, ça fait très peu de différence pour le Sahel. Et c'est vraiment... et c'est là qu'il faut garder ça en tête. Un point que tu as amené, c'est que on a beaucoup dit que les djihadistes allaient pouvoir profiter du COVID-19 et du chaos engendré par le COVID-19 pour faire plus d'attaques. Mais finalement, on est obligé d'admettre qu'avec tout ce qui se passe présentement, le COVID-19 est le dernier souci. Au Mali, on se retrouve avec un coup d'État qui, si malgré tout, n'a pas affecté les opérations sur le terrain comme ce fut le cas en 2012, on a un processus de déstabilisation quand même. Au Burkina Faso, on se retrouve avec une crise, avec des élections qui risquent de tourner à la crise électorale alors qu'il y a beaucoup d'instabilité. Au Niger aussi, on se retrouve dans une espèce d'instabilité politique. Et tout ça alors que depuis 2012, tous les indicateurs sont de pire en pire, parce qu'il y a de plus en plus d'attaques. Donc, quand les gens disent, bon, les djihadistes vont avoir une opportunité pour plus agir, on se pose c'est lesquels maintenant qui restent. Bref, tout ça, pour où je veux en venir avec tout ça, c'est qu'on réalise qu'avec le COVID-19, le plus gros impact qu'il y a sur les opérations de contre-insurrection, c'est exactement ce que Louis-Alexandre disait, ou est-ce que c'est surtout les partenaires étrangers qui, maintenant, ont la difficulté à opérer de façon normale du fait que beaucoup des opérations sont menées par des gens qui ont des contrats à court terme qui peuvent plus se déplacer sur le terrain. Notamment que beaucoup de ces coopérants-là ne parlent pas nécessairement français ou des langues locales, et donc il y a toute une chaîne de traducteurs qui est affectée aussi. On se retrouve que dans beaucoup des formations maintenant ont des gros problèmes pour fonctionner. Mais malgré tout, le plus gros problème qu'on s'en va dans la lutte contre l'insurrectionnelle, c'est tout ce qui est lié avec le développement. On parle beaucoup de nexus sécuritaire développement au Sahel. Et maintenant, ce qu'on réalise, c'est que le point de vue sécuritaire a réussi à s'adapter un peu plus. Et où est-ce que les opérations continuent, mais où est-ce que tout ce qui est opération de développement est en train de prendre le bord, notamment parce qu'il y a une question que les financements arrêtent là. Et où est-ce qu'on s'en va vers le tout sécuritaire? Et ce n'est vraiment pas une solution pour une crise qui est avant tout une crise de la gouvernance au Sahel. Où est-ce que la lutte contre-insurrectionnelle ne pourra pas fonctionner tant que les États n'arriveront pas à être forts, à pouvoir offrir des services de base comme la justice, offrir des services de base comme la sécurité, vu que de plus en plus de citoyens sont obligés de se tourner vers les mouvements d'autodéfense. Donc, dans tout ce contexte-là, c'est surtout une question des bailleurs internationaux qui soutiennent les efforts parallèles au côté sécuritaire qui risquent d'être affectés.